Bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo, nous avons interviewé 4 jeunes professionnels du ministère des Affaires étrangères. L'objectif est de présenter les deux grandes voies d'accès au MAE, qui sont le concours et la voie ENA. Pour cela, nous avons choisi de traiter 4 thèmes, qui est le profil, la préparation, l'écrit et l'oral. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez retrouver dans la description des conseils de professionnels de la diplomatie. Bon visionnage à tout le monde et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être informé de toutes les nouvelles vidéos. Je suis Brice Fauda, j'ai 28 ans. Je suis originaire du Gard, donc du sud de la France. J'ai fait une prépa HEC à Lyon, au lycée du Parc. Puis j'ai intégré l'école de management de Lyon avant de bifurquer vers Sciences Po et puis de passer le concours de l'ENA et que j'ai intégré dans la promotion Winston Churchill 2014-2015. Voilà. Et je viens d'intégrer le Quai d'Orsay en début d'année. Alors je m'appelle Antoine Jeunel, j'ai 26 ans, je suis issu de Sciences Po et après un master en affaires publiques, j'ai intégré l'école nationale d'administration dans la promotion Winston Churchill comme mon camarade Brice. Je viens de rentrer au ministère des Affaires étrangères après 2 ans de formation à la direction d'Asie et d'Océanie où je travaille sur la Chine. Je m'appelle Pablo Ahumada, j'ai 24 ans, j'étais diplômé de Sciences Po Paris, donc du master Affaires publiques en 2013. J'ai fait toute ma scolarité à Sciences Po Paris. Ensuite, j'ai fait 2 années de préparation au concours administratif et donc j'ai intégré le ministère des Affaires étrangères. Donc j'ai eu les résultats d'émission en mars de cette année, donc 2016. Donc, je m'appelle Terence Serbin, j'ai 26 ans, j'ai également étudié à Sciences Po Paris, mais en rentrant par le campus franco-allemand pour les 2 premières années, donc qui est situé à Nancy. Ensuite, j'ai attaqué la première année du master Affaires publiques. Ensuite, j'ai effectué 1 année de césure, où j'ai fait 3 stages et une maîtrise de droit en parallèle, puis un semestre au Sénégal, puis j'ai fini le master à Paris, et enfin, j'ai attaqué la préparation des concours pendant 1 an. Alors, à mon sens, il n'y a pas un profil type. Il y a un profil assez qui peut se dessiner à grands traits, assez généraliste. Il faut être polyvalent, c'est évident. Il faut être très ouvert d'esprit. Si on n'a pas envie de partir à l'étranger, si on n'a pas envie de vivre à l'étranger pendant quelques années, ce n'est pas la peine d'intégrer le ministère des Affaires étrangères. C'est forcément un morceau de choix dans la carrière que de partir à l'étranger, que ce soit en tant que conseiller, que ce soit en tant que consul, en tant qu'ambassadeur. Donc je pense que ce que recherche un recruteur au ministère des Affaires étrangères, c'est quelqu'un de très polyvalent, très curieux, très intéressé par le monde et par ailleurs, quelqu'un qui, au-delà de cette polyvalence, a certaines forces. Ça peut être une langue rare, pratiquée avec aisance. Ça peut être une certaine spécialisation, que ce soit sur les affaires juridiques, sur les négociations européennes, sur un pays en particulier ou une zone. Et finalement, à la fois pour rentrer et pour poursuivre sa carrière au Quai pendant quelques années, on est amené à développer plusieurs grandes spécialités comme ça, plusieurs grands traits dans notre parcours. Et sans ça, il sera difficile de se construire une carrière au Quai d'Orsay. Avant d'intégrer l'ENA, je suis passé par Sciences Po et à Sciences Po, j'en ai profité pour essayer de m'intéresser le plus possible aux affaires internationales et de partir à l'étranger. C'est une grande chance qu'on a avec Sciences Po, c'est cette année à l'étranger et j'invite vraiment tous les élèves de Sciences Po et les élèves d'universités ou d'autres écoles à mettre en place tout ce qui est possible pour partir à l'étranger parce que c'est une richesse incroyable, que ce soit d'un point de vue personnel ou justement à valoriser ensuite en école ou pour rentrer au ministère des Affaires étrangères. Moi, j'étais parti aux États-Unis où j'avais fait une année en Californie, une année d'études dans une fac et j'en avais profité pour faire un stage dans une ONG qui s'appelle le WWF à Washington. J'en ai profité pour faire des stages au ministère des Affaires étrangères, à la représentation permanente de la France à Bruxelles. Et puis, par ailleurs, à l'ENA, il y a ce parcours de stage qui est extrêmement intéressant et qui inclut un stage à l'étranger. Moi, personnellement, j'étais à Pretoria, en Afrique du Sud, à l'ambassade de France, donc j'ai aussi énormément appris. Il s'agit vraiment de construire un parcours à la fois par les cours, par les stages et puis par les expériences extra-professionnelles ou extra-académiques qui soient valorisables pour un recruteur qui serait intéressé par un profil ouvert sur le monde, un profil à la fois généraliste et en même temps prompt
à se plonger dans des dossiers jusqu'alors mal connus. Il n'y a pas de profil idéal, très clairement, contrairement à d'autres concours, d'autres administrations. Il y a un profil type, mais il ne faut pas oublier que lorsqu'on passe par l'ENA, c'est une fusée à 2 étages en réalité pour intégrer le Quai d'Orsay, puisque le premier étage, c'est l'entrée à l'ENA, et le deuxième étage, c'est la sortie de l'ENA. Donc il faut bien avoir conscience des prérequis pour l'une et l'autre de ces étapes. Pour entrer à l'ENA, là encore, il n'y a pas de profil type, il y a un parcours type quand même, qui est de passer par Sciences Po Paris, généralement, ou par Sciences Po en général. Nous sommes parmi les 40 élèves externes de notre promotion, 32 à être passés à un moment ou à un autre par Sciences Po Paris. Généralement, disons, plus de la moitié des élèves ont aussi un double cursus. Moi, c'est en école de commerce, mais d'autres ont une formation de juriste, d'autres ont une formation en école d'ingénieur. Et puis, donc, il faut être quelqu'un de polyvalent. On n'attend pas d'un diplomate ou d'un élève de l'ENA, en tant que haut fonctionnaire, d'être un expert. Il y a d'autres concours, notamment le concours d'Orient, les concours propres au ministère des Affaires étrangères pour le Quai d'Orsay, qui permettent de recruter des gens qui ont des compétences et des expertises très poussées, très précises. Là, ce qu'on attend d'un énarque, d'un élève de l'ENA, c'est d'être polyvalent, c'est-à-dire de s'y connaître un peu en droit, un peu en économie, un peu en culture générale, en questions sociales, en questions européennes, en langue, bien sûr. Là encore, il n'y a pas d'obligation de connaître une langue rare, une langue que peu de personnes sont capables de parler. Ça, il y a des concours spécifiques pour cela. Donc, maîtriser bien une ou deux langues, c'est déjà un plus, et je dirais presque un prérequis d'ailleurs. Mais voilà, il faut être assez polyvalent, ouvert, curieux. Ça, c'est sûr que le point rédhibitoire, c'est d'être fermé à l'international, fermé à la découverte de nouvelles cultures, de nouveaux sujets, fermé aux autres. Ça, c'est typiquement des rédhibitoires. Mais de toute façon, si on n'est pas ouvert sur le monde ou si on n'est pas intéressé un tant soit peu par la géopolitique, il est très difficile de se projeter dans des carrières à l'international telles que celle du Quai d'Orsay. Alors je dirais qu'il n'y a pas de profil type, dans le sens où parmi tous les candidats qui ont été admis au concours, il y a vraiment une diversité de profils qui est très grande. Après, je pense qu'il y a chaque candidat a des qualités linguistiques, surtout donc l'anglais obligatoirement, et dans une ou plusieurs autres langues. Je pense qu'il y a aussi une passion peut-être pour tout ce qui a trait à l'actualité internationale et aux relations internationales. Après, je pense qu'il y a une diversité de recrutement qui est recherchée de la part du ministère des Affaires étrangères. Donc je ne dirais pas qu'il y a un profil type, mais plutôt des centres d'intérêt qui sont primordiaux pour réussir ce concours. Les statistiques montrent quand même que faire Sciences Po Paris est le parcours le plus fréquent pour réussir ce concours. Je ne dirais pas que c'est le parcours idéal parce qu'il y a d'autres formations qui doivent aussi très bien préparer, mais il s'avère que la plupart des candidats sont passés par Sciences Po Paris avant d'être admis. Je joue de la musique, donc de 2 instruments, de la guitare classique et de la flûte traversière, et je fais pas mal de sport, donc j'ai fait du rugby pendant de nombreuses années, et je pense que c'est valorisé à l'entretien, notamment à l'entretien avec le jury. On m'a posé des questions sur mes activités extrascolaires, et je pense que c'est aussi très important dans le cadre de la préparation au concours d'avoir des passions ou des activités autres qui permettent de penser à autre chose ou de se défouler, de se détendre. J'ai essayé de relier les qualités que ça m'a permis de développer, donc que ce soit le rugby ou la musique, avec les qualités du métier de diplomate ou ce qu'on attend d'un diplomate. Donc par exemple pour le rugby, l'esprit d'équipe. Un diplomate travaille toujours en équipe, que ce soit au ministère à Paris ou en poste en ambassade. Au rugby, on doit aussi prendre des décisions de manière rapide dans une situation qui peut être contrainte, donc il y a cet aspect-là aussi.
Et la musique, ça peut être l'écoute qui est très importante pour négocier et dans le cadre du travail, et aussi la capacité, quand on joue dans un orchestre par exemple, à être en écoute et à mener une équipe ou un orchestre dans une même direction. Moi, je l'ai perçu, la diversité, bon, déjà dans l'origine ou dans les langues parlées par les candidats. Et à mon entretien, donc avec le jury, j'ai eu pas mal de questions sur mon parcours et sur mes activités autres. Et donc, c'est par là que j'ai perçu qu'il y avait une recherche aussi de diversité et pas forcément la recherche d'un profil d'un candidat qui serait passé par Sciences Po et qui rentrerait dans une sorte de moule qui serait destiné au ministère des Affaires étrangères. Quand on regarde les rapports de jury des dernières années, il y a justement, il est écrit noir sur blanc que la diversité dans les profils est recherchée, qu'elle soit au niveau donc, culturel ou linguistique ou social. Moi, par exemple, je suis entré à Sciences Po par la procédure de convention d'éducation prioritaire et je pense que ça a pu susciter aussi un intérêt de la part du jury de voir qu'un candidat qui était rentré par cette voie-là se destinait aussi au concours de la fonction publique, ce qui est rare aussi parce que l'autocensure fait que beaucoup de candidats ne s'estiment pas légitimes à préparer des concours de la fonction publique qui sont très sélectifs. Alors, il y a un niveau de langue, un niveau de culture, un niveau de connaissance globale qui est celui qui sera apprécié lors du concours, que ce soit le concours d'entrée à l'ENA ou les différents concours pour le ministère des Affaires étrangères. Après, au-delà de ça, il y a une curiosité nécessaire pour intégrer le ministère des Affaires étrangères, qui peut passer par les langues, mais encore une fois, pas seulement. Je pense qu'aujourd'hui, pour le ministère des Affaires étrangères, quelqu'un qui comprend parfaitement la mécanique décisionnelle à Bruxelles, les relations entre le Conseil, la Commission et le Parlement européen, a le même avantage que quelqu'un qui parle parfaitement Swahili et qui connaît parfaitement la culture kenyane. Donc, à mon sens, il faut vraiment développer des compétences spécifiques qui peuvent être des langues, qui peuvent être des connaissances du fonctionnement international ou la connaissance d'une zone. Moi personnellement, je parle plutôt pas trop mal anglais, plutôt pas trop mal espagnol. J'ai fait des stages à Bruxelles qui m'ont permis de bien connaître le fonctionnement du circuit européen. Et j'ai fait un stage à Pretoria qui me permet de bien connaître le réseau diplomatique français, à la fois le réseau politique, les ambassades, le réseau consulaire, donc nos consulats un petit peu partout dans le monde, et puis notre réseau de développement, les SCAC, l'Agence française de développement, ainsi que les services économiques, les missions militaires. Il y a beaucoup de parties différentes qui composent notre réseau diplomatique et c'est aussi un plus de les connaître avant de postuler au Quai d'Orsay. Les langues sont assez discriminantes au concours puisque ce sont les deux seules matières où une note en dessous de 10 est éliminatoire. Donc l'anglais est obligatoire. Je dirais qu'un niveau C1 est recommandé pour réussir les épreuves de langue et il faut une deuxième langue minimum pour passer les épreuves et une langue facultative est aussi possible. Enfin, on peut aussi présenter une langue facultative. Et sachant qu'elles sont éliminatoires, je pense qu'il faut vraiment avoir un bon niveau de langue, mais il ne fait pas tout. Il y a des candidats qui sont bilingues et qui se font aussi éliminer par manque de préparation à l'épreuve qui est assez spécifique à l'épreuve de langue. Alors, pour prouver son ouverture sur le monde, il faut s'y prendre avant l'entrée à l'ENA. Parce que déjà, pour entrer à l'ENA, c'est quand même un plus d'avoir eu une expérience ou plusieurs à l'étranger. Je dirais quand même que cette image que l'on a que pour rentrer au Quai d'Orsay, il faut être fils d'ambassadeur, c'est une image totalement erronée. Très peu de gens sont fils d'ambassadeurs, très peu de diplomates le sont. Moi, je viens d'une zone géographique de province, donc je n'ai pas été familiarisé avec ces enjeux internationaux-là. J'ai su très vite que j'étais intéressé par le voyage, par la culture hispanophone, la culture d'Amérique du Nord.
Donc ça, je l'ai su très rapidement, mais je n'ai pas eu de formation particulière ou des parents qui m'ont permis de voyager outre mesure. Voilà. J'ai eu beaucoup de voyages dans ma jeunesse, en Europe, avec mes parents. J'ai pu les valoriser par la suite. Et puis, dès que j'ai commencé à faire des études supérieures, là, je me suis projeté à l'international. J'ai fait notamment 4 stages et échanges à l'étranger durant ma formation en école de commerce, puis à Sciences Po, puis à l'ENA. J'ai fait un premier stage assez ouvrier, je dirais, dans un hôtel à Madrid, en Espagne, de 7 mois. Puis je suis parti en échange à HEC Montréal, donc au Canada, pendant un semestre. Puis à la New York University, donc à New York, aux États-Unis, pendant un échange académique lorsque j'étais à Sciences Po. Et puis enfin, lors de mon cursus à l'ENA, je suis donc parti en ambassade en Australie. Voilà. Et ça, c'est, disons, ça démontre assez bien l'appétence pour l'international. Voilà. Sachant que ce n'est pas du tout rédhibitoire si on n'a pas la chance d'avoir des parents qui nous fassent voyager lorsqu'on est jeune. C'est pas du tout rédhibitoire. L'ouverture sur le monde, elle s'exprime de différentes manières. C'est non seulement les voyages, mais c'est aussi l'engagement associatif, c'est aussi la capacité à s'intéresser à des sujets internationaux, géopolitiques, à suivre l'actualité en la matière, de lire beaucoup, de visionner des films venant de cultures très, très diverses. Voilà, ça c'est l'ouverture sur le monde. L'ouverture sur le monde, c'est pas forcément avoir vécu 10 ans à l'étranger. Je pense que plus que des points rédhibitoires dans un parcours, si on arrive toujours à le mettre en relation avec le métier de diplomate et ce que ça a pu apporter, je pense qu'il y a quand même pas mal de matière, quelles que soient les expériences, et sachant que la diplomatie, c'est pas seulement politique, c'est vraiment, ça peut être culturel, économique, donc c'est vraiment très large. Il y a toujours moyen de rattacher une expérience au métier de diplomate. Après, je pense qu'il y a plus une attitude qui peut être rédhibitoire face à un jury, notamment celle de manquer d'humilité. Je pense que c'est vraiment rédhibitoire. Celle aussi de vouloir rentrer dans un moule et d'être trop policé, par exemple, de ne pas assumer des idées ou des positions qui seraient différentes de celles de ce que dit le gouvernement, par exemple, en matière de politique étrangère, même si, bien sûr, il faut rester dans un cadre légal et on ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi, mais je pense que c'est recherché de la part d'un jury d'avoir des positions peut-être différentes, mais de les assumer et de pouvoir les argumenter. Il n'y a rien de rédhibitoire à être engagé politiquement, au contraire, si ça te permet de rencontrer des personnes, si ça te permet de t'ouvrir, c'est une bonne chose. Si en revanche c'est une vision extrêmement fermée du monde qui s'impose à toi parce que tu as un engagement politique, là ça peut poser des problèmes. Ensuite, il ne faut pas oublier que les hauts fonctionnaires issus de l'ENA ne sont pas des hommes politiques, ils n'ont pas vocation à devenir des hommes politiques, ils sont des hauts fonctionnaires, ils sont au service du politique, mais au sein de l'administration. Donc il y a 2 exigences en réalité qui s'imposent aux fonctionnaires issus de l'ENA. C'est une exigence de discrétion, c'est une exigence de loyauté envers justement le pouvoir politique. Au cours de la scolarité à l'ENA, les gens sont extrêmement discrets sur leur engagement. On sait telle et telle personne est plutôt dans tel parti, voilà. Mais il n'y a pas, voilà, on ne le balance pas sur la place publique. Et on est assez discret vis-à-vis de cela et assez ouvert finalement. Parce que on nous demande d'être des gens ouverts et polyvalents. Je pense qu'il faut l'assumer, même si ça peut susciter des questions par rapport à l'obligation de neutralité d'un fonctionnaire. Mais si on est conscient de ça et qu'on le montre au jury et qu'on est bien conscient que quand on sera fonctionnaire ou diplomate, on sera tenu à ses obligations, ça ne posera pas de problème. On est aussi libre d'avoir des opinions politiques et d'avoir des engagements tant que ça n'influe pas sur le travail. Moi, dans mon cas, je n'avais pas d'engagement politique, mais on m'a posé des questions qui s'y rapportaient et je leur ai dit que je n'en avais pas, mais pour autant que ça ne voulait pas dire que je n'étais pas intéressé par des sujets politiques. Il est quand même assez exigeant, et sachant qu'il y a à l'écrit donc une épreuve de questions internationales, une dissertation de questions internationales et une dissertation de culture générale, mais qui est aussi toujours en lien avec les relations internationales et la politique étrangère.
Donc pour l'écrit, il est assez exigeant. Et l'oral, l'entretien avec le jury aussi a une forte composante de connaissances, que ce soit de l'actualité, des connaissances historiques et des connaissances de droit international. Donc je pense que s'il y a un accent à mettre dans les révisions pour ce concours, c'est vraiment en relations internationales et ça conditionne vraiment l'entrée, la réussite à ce concours. Je distinguerais le concours de cadre général et de cadre d'Orient. Dans le concours de cadre général, il n'y a pas de spécialisation géographique, même si celui qui présente le concours en espagnol, par exemple, devra forcément pour l'épreuve d'espagnol se préparer un peu plus spécifiquement à connaître l'actualité en Amérique latine et en Espagne. Mais pour le concours de cadre général, c'est vraiment des connaissances larges et je pense qu'il faut pouvoir parler de tous les sujets, de tous les pays en relations internationales, et donc une spécialisation, même si elle est, je pense, toujours positive et le bienvenu, elle ne doit pas se faire aux dépens de connaissances qui seraient générales et larges. Pour le concours de cadre d'Orient, c'est un petit peu différent puisqu'il y a une spécialisation dans une langue dite rare et dans une zone géographique, et là il y a une épreuve de civilisation sur cette zone. Donc, par exemple, la personne qui présente le concours en arabe aura une épreuve de civilisation Afrique du Nord, Moyen-Orient, Afrique, Moyen-Orient. Donc, la spécialisation est recherchée, mais pour autant, là encore, elle ne dispense pas d'avoir des connaissances larges et complètes dans tous les sujets de relations internationales. En fait, la particularité de ce concours, je pense, par rapport aux autres, c'est qu'il s'étend sur une très longue période. Donc, les écrits ont lieu mi-septembre et les résultats tombent fin mars. Et en général, il faut quand même 1 an de préparation avant ça pour être vraiment au point sur les matières. Ce qui fait que finalement, on a presque 1 an et demi où on se consacre intégralement à ce concours, ce qui est quand même assez particulier et assez difficile. Mais je pense qu'il faut quand même cette année de préparation pendant 1 an, donc s'y mettre en gros septembre au moins avant les épreuves écrites. Du coup, j'avais quand même commencé la préparation en accent plus sur les écrits, mais en commençant quand même à bétonner un peu les épreuves orales par la suite, notamment les épreuves de langue, les particularités là-dessus, se mettre aussi également assez rapidement au point sur la méthodologie du concours qui est assez importante, avec les épreuves de notes, les épreuves de dissertation, avec lesquelles il faut se familiariser. Très important aussi, rester très au point sur l'actualité tout au long de l'année, parce que finalement, c'est un peu les sujets sont plus ou moins dans l'air du temps et découlent régulièrement de l'actualité. Et donc voilà, si j'ai un conseil, ce serait assister au maximum de cours sur l'ensemble des sujets en favorisant quand même les épreuves écrites, et dès les résultats d'admissibilité tombés, se concentrer essentiellement sur les oraux, avec vraiment un fort investissement sur les différentes matières. Donc moi j'étais au sein de la préparation à Sciences Po Paris également. Donc les professeurs axent quand même leurs cours sur l'actualité pour rester justement dans cette dynamique. En fait, ce qui est important et ce qu'il faut conserver tout au long de l'année, je pense, c'est le balancier entre d'un côté les manuels et les connaissances de base, que ce soit en droit, en économie, en relations internationales, et de l'autre vraiment l'actualité et dans ces différents domaines, la position de la France sur les différents sujets. Et en fait, à chaque fois, réussir à nourrir l'un de l'autre. Donc, c'est-à-dire quand on voit un sujet d'actu, se demander quelles sont les bases derrière juridiques, économiques. Et à l'inverse, quand on apprend un nouveau chapitre, un nouveau sujet, se demander l'actualité dessus et voir en quoi ça pourrait être intéressant pour le concours. Je pense que ce qui est important, c'est déjà ne pas se mettre une image en tête de ce qu'est un diplomate en essayant d'y coller. C'est plutôt voir ce qui, dans notre parcours, dans nos intérêts, dans ce qu'on a fait en dehors de nos cours, qu'est-ce qui nous pousse à vouloir devenir diplomate et en quoi les différentes qualités qu'on a développées peuvent nous pousser à être un bon diplomate. Et c'est vraiment ça en fait, qui doit aussi être fait, je pense, pendant la préparation. C'est notamment pour l'épreuve de grand oral, se demander pourquoi finalement je présente ce concours, pourquoi ça m'intéresse, en quoi ça me correspond et comment je vais le défendre finalement et comment je vais me vendre devant le jury du grand O. Moi j'ai fait beaucoup d'entraînements pour le grand O qui sont tous assez mal passés parce que finalement justement je pense que j'étais vraiment sur une position où je me disais un diplomate doit être calme et réservé, donc ne pas trop s'engager, et on me reprochait finalement ça, d'être trop timoré, de ne pas assez m'engager.
Et ce que j'ai fait qui m'a beaucoup aidé, et je remercie tous les gens qui ont pu m'aider au passage, c'est que j'ai demandé vraiment à mes proches de me dire pour eux en quoi je pourrais être un bon diplomate, en quoi je collerais à ce rôle-là. Et finalement, ça m'a aidé à déjà gagner confiance en moi et ensuite à voir les différentes qualités que j'avais acquises et qui pouvaient me permettre justement de bien faire ce métier ensuite, quoi. Bon, je pense que dans chaque administration, il y a une sorte de novlangue, une suite d'acronymes qu'on va apprendre une fois en poste et que c'est un travers qu'on va attraper bien assez vite. Je ne pense pas qu'il faille essayer d'y coller avant l'oral. Par contre, ce qui est important, c'est justement de savoir de quoi on parle, de l'exprimer correctement, avec les mots justes et précis. Bien sûr, pas de familiarité parce qu'on est quand même censé après représenter la France. Donc pas tenter de coller un langage diplomatique. Par contre, savoir bien s'exprimer clairement, pouvoir présenter un sujet de façon concise et réfléchie. Donc moi j'avais vraiment la spécialité sur ce qu'on appelle le couple franco-allemand et plus généralement l'Union européenne. L'Afrique, je connaissais Dakar, mais moins quand même le continent en général. Je pense qu'il faut quand même avoir une spécialisation soit géographique, soit thématique. Donc c'est-à-dire, je ne sais pas, se spécialiser sur l'Asie du Sud-Ouest ou sur le désarmement ou la prolifération nucléaire, tout en conservant quand même, encore une fois, une vision assez large sur l'ensemble des sujets. Mais finalement, avoir une telle spécialité, soit thématique, soit géographique, ça permet de coller plus ou moins à ce qu'on attend après de nous une fois qu'on est au Quai d'Orsay, c'est-à-dire avoir un poste soit sur une fonction ou un sujet, soit sur une région du monde. Je pense que ce qui est très important, c'est encore une fois finalement vraiment suivre l'actualité sur le sujet. Moi, je sais que tous les jours, j'avais les newsletters en allemand qui tombaient sur ma boîte mail et que même si c'est en survolant et en ayant les titres, ça permet de s'imprégner quand même des sujets qui sont en vogue en Allemagne et d'avoir non seulement une vision allemande, mais de comprendre vraiment ce qui les préoccupe, pourquoi, quels sont les débats qui émergent. Et de même vraiment creuser les sujets en profondeur, notamment sur le couple franco-allemand, connaître l'historique, connaître les formes que ça prend concrètement en termes de coopération culturelle, administrative, etc. Donc vraiment bien suivre l'actualité encore une fois et bien creuser les bases des différents sujets sur lesquels on entend se spécialiser. Ce qui peut être intéressant, c'est de finalement justement développer une sorte de spécialisation sur les sujets qui nous intéressent. Et si on a une petite marotte, l'assumer, la prendre vraiment à notre compte et être vraiment au clair dessus pour pouvoir éventuellement l'utiliser comme illustration dans nos propos, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Et ce que je recommanderais également, ça peut paraître un peu paradoxal dans un concours qui est assez prenant, c'est de conserver des activités à côté, conserver nos relations amicales ou extra-universitaires, parce que c'est vraiment des sas de décompression d'une part, et que d'autre part, c'est vraiment ce qu'on va pouvoir après présenter à l'oral. Donc je vous l'ai dit, mes amis ont pu m'aider pour le grand O, et de même les activités extra-académiques peuvent vous servir devant le grand oral pour montrer des qualités développées, des capacités acquises. Donc vraiment conserver ça comme échappatoire entre guillemets. Le concours vient d'être réformé, donc les épreuves que nous avons passées en septembre dernier ne sont pas exactement les mêmes que celles qui seront prévues celles qui sont prévues pour la session de septembre prochain. Donc il y a pour le concours de cadre général, celui que j'ai passé et que je connais le mieux, 5 épreuves toujours, donc une dissertation de culture générale. En deuxième épreuve, il y a le choix entre une dissertation de questions internationales et une épreuve de 10 questions à réponse courte en droit public. La troisième épreuve maintenant, c'est une épreuve d'économie, donc avec là aussi 8 à 10 questions à réponse courte en économie. L'objectif du concours, c'est de renforcer l'importance de l'économie et ce qui va aussi avec la réforme de l'organisation du ministère des Affaires étrangères qui a récupéré le commerce extérieur et qui met l'accent sur la diplomatie économique. C'est pour ça que maintenant la troisième épreuve n'est que sur l'économie, alors qu'avant elle était à moitié sur l'économie et à moitié sur le droit public. Et ensuite il y a 2 épreuves de langue qui ont aussi été modifiées. Donc il y a toujours l'anglais qui est obligatoire et une deuxième langue, donc pour le concours de cadre général, c'est une langue à choisir entre l'espagnol, l'allemand, l'italien et le portugais. Et ces épreuves ont été modifiées et désormais il faut rédiger une composition sur un sujet d'actualité dans la langue choisie
Et il y a une traduction à faire donc, de la langue vers le français à partir d'un texte qui sera donné. Auparavant, c'était des notes de synthèse à partir de dossiers de presse. Et pour le concours de cadre d'Orient, donc celui de secrétaire, donc c'est la même chose. Donc l'économie devient une épreuve obligatoire et il y a à la place de l'épreuve de culture générale une épreuve de civilisation dans la zone choisie. Il y a aussi le concours de conseiller des affaires étrangères cadre d'Orient qu'on peut passer directement au ministère des Affaires étrangères. Et là, donc, c'est un concours plus long encore, puisqu'il y a une épreuve de culture générale, de civilisation, de questions internationales, les deux langues, et une note de synthèse à faire soit en droit, soit en économie. Et dans tous ces concours, il y a aussi maintenant une épreuve de connaissance des entreprises, une épreuve optionnelle qui sera donc créée pour la prochaine session. Il faut des connaissances solides, mais par exemple pour les épreuves de secrétaire des affaires étrangères cadre général, ce sont des épreuves qui durent 4 heures. Donc 4 heures, c'est vraiment court pour faire une dissertation. Personnellement, je n'ai jamais écrit plus de 8 pages en 4 heures. Donc la somme des connaissances à mobiliser est de toute façon limitée. Il faut des connaissances solides, évidemment, mais je pense que la différence, elle va se faire sur la méthodologie de la dissertation, sur la manière d'utiliser ces connaissances. Et là où il peut y avoir vraiment une différence, ça va être dans les propositions concrètes qu'on peut faire en matière de politique étrangère ou de relations internationales, toujours dans la perspective de se dire qu'est-ce que moi, en tant que diplomate français, je pourrais proposer si j'étais en poste et si on me demandait une note sur ce sujet. C'est vraiment ça qui peut faire la différence, c'est la dimension opérationnelle et concrète d'une copie et pas forcément un travail qui ressemblerait plus à un travail de recherche ou d'accumulation de connaissances. Oui, je pense dans toute copie de concours de la fonction publique, je pense que la forme, que ce soit sur l'orthographe, la syntaxe, mais aussi la manière d'écrire, qu'elle soit lisible, peut faire la différence. Alors, c'est pas ce qui fera gagner 5 points sur une copie, mais une copie truffée de fautes d'orthographe peut, à mon avis, très fortement irriter un correcteur et tout ce qui irrite un correcteur est à proscrire. Donc les épreuves orales, elles sont de 4 types. Donc il y a 2 épreuves en langue tout d'abord. Il y a une épreuve de questions européennes, ça fait déjà 3. Et une épreuve ensuite de grand oral, où là ça mixe plusieurs parties. Donc le grand oral c'est composé déjà, en tout cas en cadre général, d'un texte. Pour les cadres d'Orient, c'est un sujet d'exposé. Donc on a une présentation d'environ 10 minutes. Ensuite des questions autour du texte ou liées à la zone ou à la thématique qu'on a traitée. Ensuite des questions plus générales sur notre personnalité ou sur notre connaissance du ministère. Et ce qui est de plus en plus demandé aux étudiants ou aux candidats, c'est de répondre à une mise en situation en fait. Donc on nous place en situation concrète. Vous êtes numéro 2 d'une ambassade, il arrive tel et tel problème ou il y a tel et tel problème dans l'administration. Comment réagissez-vous ? Et là, ce qu'ils cherchent à avoir, c'est vraiment une capacité d'analyse du problème et après la capacité à proposer une solution. Du coup, je pense qu'il faut vraiment bien séparer les différentes parties de l'oral et les travailler vraiment séparément. Déjà s'entraîner, en faire régulièrement pour voir les différentes parties, les points qui peuvent éventuellement bloquer. On peut être surpris parfois en pensant bien maîtriser notre parcours, nos connaissances et finalement se faire piéger sur certains points. Du coup pour le texte finalement c'est un exercice qu'on peut faire de manière assez traditionnelle à la fac, c'est pas le plus dur, mais rester clair, concis, respecter les 10 minutes c'est très important. Sur les questions du coup reprendre les questions internationales dans tout leur domaine, droit, économie, géopolitique. Sur la connaissance du ministère c'est très important aussi de s'abreuver aussi du MAE et de voir les différentes politiques qui sont mises en place, comment elles s'incarnent, qui est en charge de quoi, les montants en jeu, l'organigramme. Ça c'est toujours une partie assez sympathique à apprendre. Et ensuite, donc sur son parcours, vraiment prendre chaque point de son CV, des expériences qu'on a, et se demander à chaque fois en quoi cette partie-là de mon CV ou de mon parcours me permettra d'être un bon diplomate et comment je peux le défendre à l'oral. Et un autre
un autre petit conseil que je peux donner aux candidats, c'est de se renseigner sur la biographie de son jury, parce que chacun va justement avoir ses centres d'intérêt privilégiés ou des éléments de sa carrière qui peuvent influer directement sur ces questions. Donc vraiment se bétonner sur l'Afrique, par exemple, si on a un membre du jury qui était en Mauritanie, ce qui était le cas cette année, par exemple. Je pense que ça peut être finalement assez rédhibitoire de vouloir rentrer dans un moule, parce que passer les écrits, finalement, ça veut dire que tous les candidats ont un bon niveau académique. Et ce qu'ils vont chercher à vraiment vérifier à l'oral, c'est est-ce que la personne qui est en face de moi, j'aimerais la voir avec moi dans le bureau, est-ce que j'aimerais travailler avec elle, voilà, est-ce que je pourrais passer 4 heures de négociation dans un bureau avec elle, enfin des choses très concrètes où vraiment ils veulent apprécier la personnalité du candidat. Ça peut paraître un peu banal de dire ça, mais je pense que c'est vraiment ce qu'ils cherchent à vérifier, c'est vraiment ce qui ressort chaque année dans les rapports de jury. Donc définitivement, pour moi, il s'agit de vérifier une personnalité, et donc il faut montrer quels éléments de notre personnalité, de notre parcours peuvent être original, peuvent être un apport pour le Quai d'Orsay, et en quoi on est finalement né, et toute notre vie, tout notre parcours nous pousse vers le Quai d'Orsay et vers une carrière diplomatique. Je pense que vraiment ce qui peut être rédhibitoire, c'est le manque d'humilité et l'incapacité finalement à se remettre en question, à avouer qu'on ne connaît pas une réponse. Donc vraiment savoir rester humble et bien sûr le calme, le contrôle de soi, puisqu'on est amené à avoir assez rapidement des responsabilités assez importantes et finalement à représenter la France dans des cadres très, très spécifiques. Donc je pense que les 2 points vraiment qui peuvent être rédhibitoires, c'est manque d'humilité et manque de contrôle de soi. Il y a différents types de questions pièges. Je pense qu'il y en a où ça va être des questions volontairement provocatrices. Et là, c'est justement pour vérifier la capacité à garder son calme, à savoir réagir quand on est poussé dans ses retranchements. Dans ces cas-là, encore une fois, il faut, je pense, tout d'abord se rappeler que le jury joue aussi un rôle et qu'ils attendent de voir comment on va réagir face à ce rôle-là. Il y a des personnes dans le jury qui peuvent être exécrables ou vraiment ne pas arrêter de nous piéger ou lâcher des petits commentaires très sympathiques, mais qui finalement, une fois qu'on travaille avec eux, peuvent être vraiment des anges. Donc vraiment garder son calme, toujours reprendre des réponses argumentées, claires, se rattacher éventuellement à nos connaissances. Après, le deuxième type de questions pièges, ça va être vraiment les questions ultra précises. Quels sont les pays limitrophes de tel pays, quelle est la superficie du continent africain. Et dans ce cas-là, il faut surtout, à mon avis, ne pas tenter de répondre à chaque fois à tout prix, quitte à dire des énormités. Je pense qu'il faut vraiment, si on ne sait pas, avouer qu'on ne sait pas. Et ils préféreront ça à un candidat qui justement est assez humble pour avouer qu'il ne sait pas, plutôt qu'un candidat qui va chercher à répondre quelque chose quitte à dire une bêtise. On m'a demandé la liste intégrale des opérateurs du ministère des Étrangères, donc c'est toutes les agences françaises de développement, les instituts, etc. Donc j'étais en train de les énumérer et la personne qui m'a posé la question était vraiment en train de compter sur ses doigts pour être sûr que je les avais, histoire de bien souligner que je ne les avais pas. Donc dans ces cas-là, on sourit, on dit « Ah bah excusez-moi, j'ai peur de dire une bêtise » et on s'en sort. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a vraiment un travail à faire, comme pour un entretien d'embauche finalement, déjà de bétonner les connaissances sur le ministère, sur les questions internationales, parce que ça peut être quand même assez rassurant de se dire je sais la base et j'aurai des choses à dire. Ensuite, bien se rappeler que c'est un jeu de rôle, qu'ils sont là également pour nous tester et qu'ils ne sont pas réellement méchants, qu'ils ne cherchent pas à nous nuire, mais qu'ils cherchent à voir si on peut être en poste derrière. Bien se connaître également, parce que finalement c'est ce qu'on connaît encore le mieux quand on arrive devant un jury, c'est nous, notre parcours, ce qu'on a fait, pourquoi on veut être là. Ça c'est très important de l'avoir, parce qu'à mon avis il n'y a rien de pire que de sortir de la salle en se disant j'ai pas réussi à leur dire pourquoi je voulais être là. Et donc finalement garder en tête pour finir et en entrant dans la salle qu'il y a forcément des éléments qu'on ne va pas maîtriser, que c'est le jeu qu'il faut plonger un moment, mais qu'on a fait le maximum, qu'on est arrivé prêt, qu'on a préparé son cours pendant au moins 1 an, et que du coup maintenant on est là pour donner tout ce qu'on a, pour montrer tout ce qu'on a préparé pour son cours. Alors la formation de l'ENA, elle se déroule sur 2 ans. Il y a eu une réforme très récente de la scolarité, une réforme des concours d'abord, il y a quelques années, et puis maintenant une réforme de la scolarité. Alors maintenant la scolarité, elle débute par 3 semaines de formation, puis 2 mois ou 4 mois pardon, de stage
en ambassade ou dans une institution européenne, c'est ce qu'on appelle le stage Europe, puis 2 mois de formation en entreprise, et enfin 5 mois de formation, je crois, si mes souvenirs sont bons, en préfecture. Voilà. Et ensuite on revient pour 1 an pratiquement de scolarité à l'ENA. Et c'est à ce moment-là qu'on choisit le nom de promotion et que se déroulent les épreuves de classement autres que les stages. Moi, j'ai suivi une formation un peu différente puisque j'ai commencé par un stage Europe en Australie, à l'ambassade de France. Puis on est rentré quelques mois à Strasbourg, où se situe l'ENA, avant de repartir ensuite en stage préfecture en Lozère, donc dans un département extrêmement rural. Et puis un dernier stage que j'ai fait à l'établissement public d'aménagement de la Défense, l'EPADESA. Voilà, sur des problématiques d'aménagement du territoire, aménagement urbain. Sachant que ces stages, c'est nous qui les choisissons, entre guillemets, ou en tout cas nous émettons des vœux à notre entrée à l'ENA, puis à différents points au cours de notre scolarité. Donc on a quand même une marge de manœuvre pour choisir un peu, en fonction de nos affinités, de nos appétences, des stages qui nous correspondent. Donc le classement à l'ENA, qui est quand même devenu une véritable institution, il repose sur plusieurs types de notes et d'examens. D'abord des notes de stage, qui sont constituées donc par une note de ton maître de stage, qui peut être un préfet, un ambassadeur, un directeur général d'une entreprise. Aussi, pour cette note de stage, sont pris en compte ton rapport de stage, un oral de stage et une inspection de stage. Donc voilà, à partir de ces différentes notes que tu peux avoir, il va être constitué une note globale sur 10 qui va être ta note de stage. Ensuite, tu as d'autres types de notes. Ce sont des notes de synthèse, par exemple, sur des questions sociales, sur des questions européennes. Tu as aussi des notes de langue, même une note de sport, avec un tout petit coefficient, mais qui est quand même importante et qui peut à la fin faire la différence aussi. Et puis des notes de projet collectif, donc en groupe avec d'autres élèves de l'ENA, voilà, issus de différents concours, parce que comme tu le sais, les élèves de l'ENA sont issus de 3 concours, un concours externe, donc les anciens étudiants, mais aussi un concours interne, donc des gens qui ont travaillé au moins 4 ans dans l'administration, et un 3e concours, donc des gens issus notamment du secteur privé, qui ont une expérience déjà assez nourrie dans le monde de l'entreprise. Voilà. Et à partir de l'ensemble de ces notes, tu as un coefficient, je crois, sur 100, et tu as donc un rang de classement en fonction de l'ensemble de tes notes, de 1 à 80 ou 90 suivant le nombre d'élèves. Et ensuite, la procédure de sortie qui se déroule sur 2 mois à la fin de la scolarité. Chaque élève, en fonction de son classement, va choisir parmi 82 si on est 80 élèves, ou 92, 13 si on est 90 élèves, le poste de son choix. Le premier choisissant parmi 82 postes, le deuxième parmi 81, et donc le dernier parmi 3, 4 ou 5 postes, ce qui est déjà une énorme chance. Mais donc, le Quai d'Orsay, lui, a tendance à partir quand même dans la première moitié du classement, et généralement même dans le premier tiers. Donc, il est assez hasardeux de se dire, je vais rentrer à l'ENA pour choisir absolument le Quai d'Orsay. Ça c'est assez risqué. Mais voilà, il faut être, disons, dans le premier tiers. Alors déjà, dès que tu as connaissance de ton classement, tu sais à peu près, je dis bien, notamment quand tu es dans le premier tiers, dans quelles administrations tu peux potentiellement entrer. Et donc à partir de là, tu choisis 4, 5 administrations qui t'intéressent particulièrement et tu vas rencontrer les employeurs. Alors au Quai d'Orsay, tu as 4 postes par promotion d'ENA. Donc, en général, avant il y en avait 10 à une certaine époque, mais maintenant nous sommes 4 cette année. Et donc 4 postes dans 4 directions différentes. Et donc tu vas rencontrer tes futurs employeurs. Le sous-directeur, voire le directeur, et puis la direction des ressources humaines du Quai d'Orsay. Eux vont émettre un avis sur toi. Ils vont te dire, ton profil correspond tout à fait à ce poste-là, ton profil nous intéresse, on te veut absolument, ou alors il peut émettre des réserves sur ta capacité peut-être à embrasser cette carrière-là. Si tu as une moindre appétence pour la carrière à l'international, c'est sûr c'est salvateur qu'on te dise non, tu n'es pas fait pour le Quai d'Orsay. Ou si on voit que la matière t'est vraiment trop étrangère ou nécessite des compétences que toi tu n'as pas pu acquérir jusqu'à présent. Voilà. Donc à partir de ce processus de sélection-là,
ils émettent un avis, et quand bien même ton avis est réservé, tu as toujours la possibilité de rejoindre le Quai d'Orsay, parce que ça c'est le classement de l'ENA qui est souverain. Mais dans les faits, si tu as un avis réservé, tu as tendance quand même à te réorienter, parce que généralement c'est assez salvateur qu'on te dise non, tu n'es pas fait pour cette carrière-là. Alors le stage ENA est un moment généralement à la fois assez éprouvant physiquement parce qu'on travaille énormément, mais c'est également très enrichissant parce qu'on a un positionnement qui est vraiment inégalable pour un élève de l'ENA qui est en ambassade, c'est celui d'être à la chancellerie. Donc vraiment auprès de l'ambassadeur, auprès de l'ensemble des conseillers, avec à la fois cette idée de travailler le plus possible sur la relation politique dans le pays, mais également cette vocation à découvrir l'ensemble du réseau français. Donc moi, j'étais à la chancellerie, j'ai beaucoup travaillé sur l'analyse politique du pays. J'étais en Afrique du Sud 2 mois après la mort de Nelson Mandela, en plein milieu des élections générales, en plein milieu des célébrations des 20 ans de la démocratie. Donc il y avait beaucoup de choses à analyser, à comprendre, à anticiper pour permettre au ministère de comprendre comment se positionner dans sa relation vis-à-vis de l'Afrique du Sud. Et puis par ailleurs, il y avait aussi cette richesse pour moi qui était, au-delà de ce positionnement à la chancellerie, de pouvoir m'échapper et de partir dans les différents services et d'aller faire une semaine au service économique, une semaine à l'Agence française de développement, une semaine à la mission militaire, une semaine au service de coopération et d'action culturelle. Donc ça a été un moment qui a été extrêmement enrichissant pour moi, tant d'un point de vue personnel, parce que l'Afrique du Sud est un pays merveilleux et somme toute assez difficile à comprendre, et d'un point de vue professionnel, parce que j'ai pu comprendre vraiment comment fonctionnait notre réseau, qu'est-ce que c'est que finalement une ambassade, qu'est-ce que c'est que le métier d'un ambassadeur, à la fois dans la partie analyse, compréhension du poste du pays dans lequel il se situe, et la partie représentation, la partie négociation avec les autorités, et enfin une partie qu'on voit un petit peu moins, mais la partie d'organisation, de facilitation, de montage de projets, de coopération, de développement. Toutes ces parties-là sont extrêmement intéressantes à comprendre pour qui veut intégrer le Quai d'Orsay. Lorsque l'on intègre le Quai d'Orsay par la voie de l'ENA, nous avons l'obligation de réaliser un stage Europe, généralement à l'étranger. Voilà, il y a quelques postes à Paris dans les organisations internationales parisiennes, mais l'immense majorité des élèves de l'ENA partent à l'étranger. Donc ça peut être en institution européenne, ça peut être en ambassade. Et l'une ou l'autre de ces voies permet ensuite d'intégrer le Quai d'Orsay. Enfin, ce n'est pas rédhibitoire de se dire je vais faire un stage en institution européenne, j'aurai plus de mal à intégrer le Quai d'Orsay. Non, puisque c'est le classement qui prime. Après, c'est les compétences que l'on y acquiert, et puis le fait de se dire, est-ce que ça confirme mon appétence pour cette carrière-là? Moi, ça l'a confirmé. J'ai choisi d'aller en Australie parce que j'étais déjà intéressé par le monde anglo-saxon avec mes expériences aux États-Unis et au Canada. Et je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais de partir très loin, je n'ai pas d'attache particulière en France, je peux aller faire mon stage à l'étranger. Et là-bas, j'ai été d'abord extrêmement bien reçu, parce que les stagiaires à l'ENA sont généralement au Quai d'Orsay et en préfecture, un peu moins en entreprise, mais ça dépend, extrêmement bien reçus, c'est un statut qui est reconnu. Et donc j'ai été rattaché auprès de l'ambassadeur, et ce qui m'a permis de toucher à des sujets très variés, aussi bien des sujets politiques, donc c'est ce qu'on appelle la chancellerie en ambassade, c'est quand même le cœur de métier du Quai d'Orsay, mais aussi au service économique, qui lui est rattaché à la direction générale du Trésor, donc à Bercy, et au sujet culturel auprès de ce qu'on appelle le SCAC, le service de coopération et d'action culturelle, donc sur des sujets plus de diplomatie d'influence, d'éducation, de culture. Pour intégrer le ministère des Affaires étrangères sur les postes de catégorie A qui amènent à des postes de rédacteur, de conseiller politique au ministère et puis en ambassade, donc les concours de conseiller des affaires étrangères ou de secrétaire des affaires étrangères, finalement, il y a ces 3 concours plus la voie de l'ENA. Ces 3 concours sont assez différents et ne mènent pas forcément aux mêmes fonctions. Il y a une concurrence qui existe entre les orients ou les cadres généraux, entre les secrétaires et les conseillers. Je pense qu'il faut dépasser ça, il faut simplement se rendre compte que ces concours-là n'amènent pas directement aux mêmes fonctions, n'amènent pas au même parcours.
Quand on est conseiller des affaires étrangères, on va monter en grade plus rapidement qu'un secrétaire, on va acquérir des compétences plus vite, on va être mis en position de responsabilité plus vite. Quand on est général, par exemple en passant par l'ENA par rapport à un Orient, il y a aussi peut-être des attentes qui vont être un petit peu différentes. Un élève de l'ENA, on va attendre de lui, un ancien élève de l'ENA, on va attendre de lui qu'il connaisse bien le processus de décision au sein du gouvernement, qui connaissent bien les différentes administrations françaises, qui connaissent bien la mécanique européenne, la mécanique multilatérale. Là où au contraire, sur un Orient, généralement on va lui demander de connaître une zone de prédilection, en parler une langue, et il va être amené à rester un peu plus sur cette zone, à occuper des fonctions au sein de cette zone, à la fois en tant que rédacteur à Paris, puis sur la zone en poste. Donc il faut bien voir, au moment où on passe ces différents concours, que le parcours derrière, s'il sera évidemment globalement similaire, présentera quand même des petites nuances en termes de progression de parcours ou en termes de liberté de choix dans les postes à l'étranger. Moi, en tant qu'ancien élève de l'ENA, ce sera peut-être plus compliqué pour moi, ne parlant pas le Swahili, de partir à l'ambassade à Nairobi. En revanche, pour un Orient qui, au contraire, aurait passé le concours sur la langue Swahili et serait spécialiste de cette zone, il sera peut-être plus difficile de se prévaloir d'un poste à la direction de l'Union européenne pour partir ensuite à Bruxelles ou à Genève sur les fonctions Nations Unies. Donc il faut vraiment voir ces différences-là, et j'invite vraiment tous les candidats à bien regarder les différents concours et à ne pas juger simplement en termes de prestige ou en termes de salaire pour décider de celui qui est le plus avantageux pour eux de passer. Je suis rentré au ministère des Affaires étrangères en janvier, la direction d'Asie et d'Océanie. Je m'occupe de la politique étrangère de la Chine. Donc j'ai ce qu'on appelle un poste de rédacteur. Ça s'appelle rédacteur, parfois ça s'appelle conseiller politique. C'est la même chose. Ce qui fait qu'au sein de ma direction, au sein du ministère, je suis identifié comme la personne qui suit la politique étrangère de la Chine. Et toutes les conséquences que cette politique étrangère peut avoir pour la France. Que ce soit ce que la Chine fait en Afrique, ce qu'elle fait dans l'océan Indien, la stratégie du collier de perles, ce qu'elle fait en mer de Chine, où il y a pas mal de conflits territoriaux. Voilà, tous ces sujets-là, je suis censé les suivre. C'est beaucoup de thématiques différentes et qui prennent forme dans différents exercices, que ce soit quand il y a une visite ministérielle dans un pays, qu'on a besoin de comprendre les conséquences de la relation entre ce pays et la Chine pour la France. Par exemple, si un ministre allait aujourd'hui dans un pays d'Amérique latine, on me demanderait probablement de faire une analyse de la relation entre la Chine et ce pays, par exemple en point de vue militaire, au point de vue économique, pour comprendre ce que la France a à y voir, à s'en inspirer, à comprendre ou à juste garder en tête. Il y a aussi rédiger des instructions pour des négociations qui ont lieu à Bruxelles sur la Chine, rédiger des instructions pour un nouvel ambassadeur qui arriverait demain au Népal et qui a besoin de comprendre la relation entre le Népal et la Chine. Beaucoup de sujets différents et qui recoupent bien finalement les différents métiers du diplomate, tant dans la représentation, dans l'explication des positions françaises, que dans la négociation des éléments de langage, par exemple, négocier des positions avec nos partenaires européens, nos partenaires du G7, et surtout beaucoup d'analyse. L'intégration au ministère des Affaires étrangères, donc c'est un moment un peu particulier pour les élèves de l'ENA, parce que finalement, en théorie, quand on est issu d'un concours du Quai d'Orsay, on rentre, on arrive directement à ce qu'on appelle l'Institut diplomatique et consulaire, qui est une formation qui dure 3 mois, avant de prendre son poste. Nous, à la sortie de l'ENA, en fait, on a ces 3 mois où on prend notre poste directement avant de partir en formation et de revenir ensuite. Donc finalement, c'est 3 mois assez bénéfiques, parce que c'est un moment où on a le temps de monter en compétences, de découvrir les sujets, de rencontrer nos collègues, de rencontrer nos interlocuteurs au quotidien, de faire connaissance avec les gens qui travaillent en ambassade, qui travaillent pour le réseau français dans l'ensemble du monde. Et c'est une période qui est vraiment passionnante. Moi, j'ai été plongé dans le vif du sujet assez vite, du fait de l'actualité. Et c'est vraiment un métier absolument passionnant. Nous sommes rentrés donc, avec mes camarades de promotion dès le 4 janvier au Quai d'Orsay. Donc c'est avec un peu de recul, mais pas beaucoup,
que je peux m'exprimer sur ce sujet. Ce que je peux dire d'ores et déjà, c'est que l'accueil est extrêmement chaleureux au Quai d'Orsay. C'est une vraie famille. On est dans un corps spécifique qui est le corps des conseillers des affaires étrangères. Mais il y a aussi d'autres corps tels que le corps de secrétaire des affaires étrangères. Et donc on voit qu'on est une grande famille, intercorps. On appartient à la même grande famille. Mais ce qui m'a beaucoup rassuré, c'est que c'est un ministère qui est extrêmement ouvert. On n'est pas dans un entre-soi comme on pourrait l'imaginer entre diplomates. Moi, je suis dans la direction des affaires juridiques, par exemple, et au sein de cette direction, dans ma sous-direction du droit de l'Union européenne et du droit international économique, il y a un tiers de diplomates, un tiers de contractuels qui sont recrutés du fait de leur expertise et de leurs compétences, notamment en matière de droit européen en particulier, et puis un tiers de fonctionnaires en détachement qui viennent d'autres administrations. C'est des magistrats administratifs, mais ça peut être aussi des administrateurs civils ou d'autres types de hauts fonctionnaires. Et donc on bénéficie de ce brassage, je dirais, des cultures, des populations. C'est une équipe extrêmement jeune aussi. Donc il y a, voilà, on se tutoie, on travaille ensemble, on ne se tire pas du tout dans les pattes, on est là pour s'entraider. Moi, je sais que je ne suis pas juriste de formation, mais j'ai une appétence pour le droit, bien sûr, mais les gens de ma sous-direction m'ont tout de suite épaulé, très bien accueilli, et donc l'intégration est très facile. Sachant que l'entrée pour les gens issus de l'ENA, au Quai d'Orsay, est un peu différée par rapport à celle des autres concours. Parce qu'on finit l'ENA en décembre, et donc on rentre en janvier, alors que les autres concours rentrent prennent leur quartier, je dirais, à l'été. Donc, en réalité, nous rentrons avant les autres. Et nous les retrouvons lors de la formation que nous avons à l'Institut diplomatique et consulaire. C'est une formation de 3 mois qui est dispensée à l'ensemble des fonctionnaires de catégorie A du Quai d'Orsay et qui se déroule sur 3 mois entre avril et juin. Et là, on y apprend à se connaître déjà, et puis on y apprend à découvrir le Quai d'Orsay dans toute sa polyvalence, parce qu'il y a des métiers extrêmement divers au Quai d'Orsay. Et puis on apprend aussi des compétences en matière de négociation, des compétences de langue, et des compétences aussi de capacité à échanger avec des diplomates étrangers, puisque nous rencontrons des diplomates britanniques et des diplomates allemands. Voilà. Donc cette formation aussi va nous permettre de véritablement être accueillis et bien intégrés dans ce ministère.